Dans le chaos de la violence de la traite négrière, des millions d'Africains furent déportés, loin de leurs familles, pour servir d'esclaves. Cette grande majorité constitue l'essentiel de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Certains d'entre eux, dans la violence et le chaos, réussirent à se hisser au sommet de sociétés étrangères pour devenir des personnalités proches de la régence. Je vous raconte leur histoire. Salut ma Africa Lovers, bienvenue sur Peuple Eben. Merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. En nous soutenant sur Patreon, vous nous aidez à améliorer la production et la qualité de notre contenu. Le lien de la plateforme est dans la barre de description. Le premier personnage africain sur notre liste est Abraham Gannibal Petrovich. Vendu comme esclave à un Turc, Abraham Petrovich Gannibal a été emmené comme serviteur noir au tsar Pierre Ier, connu sous le nom de Pierre le Grand. Il est devenu l'un des favoris du roi, un général en chef et l'un des hommes les mieux éduqués de la Russie à son époque. Gannibal est né à une date inconnue, vers certainement 1696, dans la principauté de Logon, dans l'actuel Cameroun. Enlevé par une ethnie rivale, Gannibal fut vendu à des marchands d'esclaves turcs qui l'emmenèrent à Constantinople en 1703. À l'âge de 8 ans, il fut emmené à la cour de Pierre le Grand qui l'adopta immédiatement. Étant le filleul du tsar, Gannibal a pris son nom, Petrovich, et est devenu son valet lors des différentes campagnes et voyages militaires du tsar. Lors de la visite du tsar en France en 1716, Gannibal est resté à Paris pour étudier l'ingénierie et les mathématiques dans une école militaire. 2 ans plus tard, il s'engage dans l'armée française et participe à la guerre contre l'Espagne. En janvier 1723, Gannibal retourne finalement en Russie. À la grande tristesse d'Hannibal, son protecteur Pierre le Grand mourut en 1725, laissant le jeune lieutenant d'artillerie noir dépendant du conseiller royal, le prince Menchikov, qui en raison de son aversion pour Gannibal, l'affecta d'abord en Sibérie et plus tard à la frontière chinoise où sa tâche était de mesurer la Grande Muraille. La fortune de Gannibal a changé en 1741 lorsque l'impératrice Élisabeth a pris le trône et qu'Hannibal a été autorisé à revenir officiellement de son exil, bien qu'en fait il l'ait fait clandestinement en 1731. 5 ans après son retour illégal, il a épousé sa seconde épouse, Christina Regina von Schauberg, fille d'un capitaine de l'armée suédoise, qui lui donna 11 enfants. L'un de ses fils, appelé Ossip, était le grand-père du poète Alexandre Pouchkine. Bien qu'Hannibal ait souhaité prendre sa retraite, l'impératrice Élisabeth ne voulait pas l'abandonner, ni ses compétences en ingénierie. Il fut nommé commandant militaire de la ville de Reval, servant entre 1743 et 1751 et en 1760 avait été promu au grade de général à part entière. Au cours de sa carrière militaire, il a supervisé divers projets, dont une partie de l'expansion du canal Ladoga de 117 km près de Saint-Pétersbourg, qui reliait les rivières Neva et Svir et les forteresses russes dans tout l'Empire. Abraham Petrovich Hannibal est décédé le 20 avril 1781 en tant que l'une des principales personnalités militaires de son pays et probablement le premier ingénieur exceptionnel de l'histoire russe. Le deuxième personnage qui suit est Sarah Forbes Bonetta. Sarah Forbes Bonetta Davis, une jeune femme Yoruba d'Afrique de l'Ouest, a été capturée par le roi du Dahomey en 1848 lors d'une guerre de chasse aux esclaves, au cours de laquelle ses parents ont été tués. En 1850, alors qu'elle avait environ 8 ans, elle fut secourue d'une exécution par le capitaine Frederick E. Forbes de la Royal Navy alors qu'il visitait le Dahomey en tant qu'émissaire du gouvernement britannique.
Forbes a convaincu le roi Ghezo du Dahomey de donner Sarah à la reine Victoria en guise de cadeau. La jeune fille reçut par la suite le nom de Forbes, ainsi que celui de son navire, le Bonetta. Elle est retournée en Angleterre avec Forbes, qui l'a présenté à la reine Victoria, qui à son tour l'a confié à la Church Missionary Society pour y être éduquée. Sarah souffrait d'une santé fragile et en 1851, elle retourna en Afrique pour fréquenter l'institution féminine de Freetown en Sierra Leone. À l'âge de 12 ans, la reine Victoria ordonna à Sarah de retourner en Angleterre, où elle fut placée sous la garde de tuteurs. La reine Victoria a été tellement impressionnée par les manières royales naturelles de la jeune fille et son don pour les études universitaires, la lecture, l'art et la musique qu'elle lui a donné une allocation pour son bien-être et Sarah est devenue une visiteuse régulière du château de Windsor. Le génie de Sarah est devenu admiré dans toute la cour royale. Elle a continué à surprendre ses tuteurs avec ses capacités avancées dans toutes les études. À l'âge de 18 ans, après avoir refusé sa proposition, Sarah Forbes se lia de noces avec un riche homme d'affaires yoruba de 31 ans, James Pinson Labulo Davis. La reine Victoria a autorisé Sarah à se marier à l'église Saint-Nicolas de Brighton en août 1862. Ils se sont installés à Lagos, où son mari est devenu membre du conseil législatif de 1872 à 1874, année au cours de laquelle la colonie de Lagos a été fusionnée pendant un certain temps avec la Gold Coast. Peu de temps après son mariage, Sarah a donné naissance à une fille et a obtenu la permission de la reine de nommer l'enfant Victoria. La reine est également devenue sa marraine. Sarah a rendu visite à la reine en 1867 avec sa fille, puis est retournée à Lagos et a eu 2 autres enfants. En 1880, atteinte de tuberculose, elle part en convalescence à Madère au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Elle est décédée vers l'âge de 40 ans en 1880 et a été enterrée à Funchal, Madère. Sa fille Victoria reçut une rente de la reine et elle a continué à visiter la maison royale tout au long de sa vie. Dans son journal, le capitaine Forbes a rendu compte de sa mission en relation avec Miss Bonetta. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée au maximum de personnes. La troisième personne sur notre liste est Angelo Suleiman, né Mmadi Make. Angelo Suleiman, qui a acquis une renommée considérable en tant que mort princier à Vienne au XVIIIe siècle, est historiquement reconnu par certains comme le premier franc-maçon mort. Suleiman est né en Afrique vers 1721. Son nom d'origine était peut-être Mmadi Make, qui est lié à une classe princière de l'État de Sokoto au Nigeria moderne. À l'âge de 7 ans, il a été kidnappé et emmené en Afrique du Nord sur un navire espagnol. Après un bref moment, élevant des chameaux dans un endroit non précisé, le jeune Mmadi Make a été revendu à une marquise de Messine sur l'île de Sicile. Là, il a appris à lire et à parler italien. Et pendant une période de maladie grave, il a été baptisé Angelo Suleiman. Son prénom était un hommage à Angelina, une femme africaine qui travaillait dans la maison et était très gentille avec lui. Suleiman a également choisi de célébrer le 11 septembre, jour de son baptême, comme son anniversaire. Johann George Christian, ami de la marquise et général impérial de l'Empire austro-hongrois, a commencé à faire pression sur la marquise pour qu'elle lui donne Suleiman. La marquise a finalement consenti et Suleiman est devenu le valet et compagnon de voyage du prince, l'accompagnant dans des campagnes militaires à travers l'Europe et lui aurait sauvé la vie à une occasion. Un événement charnière responsable de son ascension sociale. Au service de celui-ci, Suleiman aurait appris à écrire l'allemand en 17 jours avec d'autres réalisations savantes. Après la mort de son maître en 1753, Suleiman entre au service du prince Joseph Wenzel
Liechtenstein. En 1761, il accompagne Liechtenstein à Francfort où Joseph Ier est élu roi de l'Empire allemand. Soliman a souvent agi en tant que défenseur de ceux qui soumettaient des demandes aux souverains et sa réputation de noble mort et de protecteur des pauvres et des opprimés s'est rapidement développée. En 1768, il épousa secrètement Magdalene Christiani. Lorsque Liechtenstein a entendu parler de son mariage, il a libéré Soliman de son service et l'a expulsé du palais. Soliman a acheté une petite maison dans le centre-ville de Vienne et y a vécu avec sa femme et leur fille unique Joséphine, née le 18 décembre 1772, passant la plupart de son temps à s'occuper de leur petit jardin. En 1774, 2 ans après la mort de Liechtenstein, son neveu et héritier, Fürst Franz Joseph von Liechtenstein, a invité Soliman à vivre à nouveau dans le palais de Liechtenstein afin de superviser l'éducation de ses fils. Homme cultivé, Soliman était très respecté dans les cercles d'intellectuels de Vienne. Il parlait 6 langues, italien, français, allemand, latin, bohémien et anglais. En septembre 1781, Soliman rejoint une loge d'élite viennoise de francs-maçons connue sous le nom de True Concord. Parmi les membres de la loge figuraient de nombreux artistes et érudits influents de Vienne de l'époque, parmi lesquels le musicien Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn, ainsi que le poète hongrois Ferenc Kazinczy. Le 21 novembre 1796, Soliman, âgé de 75 ans, meurt d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se promène dans les rues de Vienne. Le 4e personnage sur notre liste est Auguste Shabak El-Sher. Auguste Shabak El-Sher est né au Soudan en 1836. Très jeune, il est devenu orphelin et s'est rendu en Égypte, où il a été offert au prince Albrecht de Prusse en 1843 en cadeau. Le prince Albrecht l'a nommé Auguste Albrecht Shabak El-Sher à leur retour en Prusse. Et la nouvelle vie d'Auguste a commencé. Il était en substance un serviteur du jeune prince, mais sa carrière a légèrement changé lorsque, en 1862, Auguste et le prince se sont rendus pour combattre en Russie. Auguste a été autorisé à faire partie de l'armée et a combattu dans la guerre austro-prussienne en 1866. Après ces années de service, Auguste a reçu une médaille de bravoure et il a également épousé Anna Maria Jung, une femme blanche de Berlin. Avec Anna, Auguste a eu 2 enfants, dont Gustav Albrecht Shabak El-Sher. Auguste reçut le poste de Silberverwalter, majordome responsable de l'argenterie, jusqu'à sa retraite en 1876, en raison d'une mauvaise santé. Quelques années plus tard, il reçut la Croix de fer, la plus haute distinction militaire prussienne, et la nationalité allemande. Il meurt en 1885 d'un cancer et est enterré au cimetière de l'église Holy Trinity à Berlin. Si vous voulez aussi connaître l'histoire de royautés africaines prises en esclavage, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.